Waouh! Coucou les petits angoissés! Aujourd'hui, on va retracer l'histoire d'un meuble qui, selon sa propriétaire, est, comment dire, habité. C'est parti! À céder gratuitement. Très belle commode, de style indo-chinois, pour personnes rationalistes ne croyant pas à l'au-delà. Fantôme joint. Telle Madame Agatha Cornwell au... Trois petits points de suspension. Cette petite annonce particulièrement alléchante est suivie d'un numéro qui indique que la propriétaire du meuble indo-chinois demeure à Maison Laffitte. Immédiatement après la parution de l'annonce, Madame Agatha Cornwell est assaillie de coups de téléphone. Les premiers proviennent logiquement d'un certain nombre de brocanteurs plus ou moins honnêtes. Aucun d'entre eux n'ose croire à ce qu'il a lu. Vous cédez votre commode gratuitement? Vraiment? Certains vont jusqu'à demander si Madame Cornwell serait prête à débourser quelque argent pour qu'on la débarrasse de sa commode orientale. Mais Agatha Cornwell est très ferme. Je ne veux absolument pas céder ma commode à un commerçant. Ce meuble est tenté et il est bien évident que ce que je veux, c'est trouver un nouveau foyer pour la commode et son fantôme. Pas question que celui-ci aille s'ennuyer dans un entrepôt en attendant un client. D'ailleurs, la personne qui va emporter ma commode indo-chinoise devra être consciente de ce qu'elle emmène. Un très beau meuble incrusté d'ivoire et de nacre d'une part, une âme en peine d'autre part. Les brocanteurs sont souvent superstitieux et cette histoire de meuble hanté les rebute. Allez donc savoir de quoi serait capable un acheteur éventuel. Inutile d'aller se mettre dans des histoires bizarres qui pourraient bien déboucher sur un contrôle fiscal ou quelque chose du genre. Bien pire qu'un fantôme. Au bout du compte, c'est un certain Jean-Patrice Duménil, un peintre un peu navigateur doublé d'un amateur d'orientalisme, qui finit par obtenir un rendez-vous de Madame Cornwell. La vieille dame le reçoit très aimablement et l'introduit dans un salon cossu. La commode indo-chinoise orne le mur principal. Tout le décor du salon évoque l'Orient. Potiches encloisonnées, décorées de dragons, ivoire, délicats, enfermés dans des vitrines, au sol des tapis chinois, sur les murs des estampes et un immense paravent de lac japonais qui représente le bord d'une mer dorée et des cyprès tordus. Entrez, cher monsieur, et asseyez-vous. Voudriez-vous prendre une tasse de thé? Devant la moue de Jean-Patrice Duménil, Madame Cornwell comprend. Je vois, vous n'êtes pas très amateur de thé. J'ai gardé de mon défunt mari une bouteille de fin champagne, qui serait peut-être davantage dans votre goût. C'est ainsi que Jean-Patrice Duménil, un verre d'alcool en main, écoute l'histoire de la commode hantée. C'est une commode que mon mari a reçue en cadeau d'un notable alors que nous étions en poste en Cochinchine, en remerciement pour avoir sauvé la vie de son fils, qui se noyait dans un bras du Mékong. Mon époux l'avait installée dans sa chambre, mais depuis sa mort, je l'avais placée dans une de nos chambres d'amis. Cependant, les quelques amis qui ont eu l'occasion de dormir ici n'ont pas tardé à se plaindre de ne pas trouver le sommeil. Selon eux, les tiroirs s'ouvrent et se ferment spontanément et surtout bruyamment. Jean-Patrice admire la beauté du meuble. Il s'agit d'une de ces commodes typiquement orientales constituées d'une multitude de petits tiroirs. Chacun représente un décor de fleurs fait de nacre, d'ivoire et de pierres dures multicolores. Les boutons des tiroirs sont formés par des petits dragons de bronze doré. Vous avez là, chère madame, un meuble de toute beauté. De quelle époque peut-il bien être? Mon Dieu, pas très ancien. Disons le début du 19e siècle au maximum. Presque 200 ans? Cela vous semble peu? Madame Cornwell se met à rire. Quand vous aurez mon âge. Cette commode vous plaît-elle? Si elle me plaît? Mais c'est un meuble splendide. Je ne parviens pas à croire que vous vouliez la céder gratuitement. J'aurais honte d'accepter. Si vous voulez me la confier, je ne pourrais faire moins que de vous offrir quelque chose pour vous remercier. N'oubliez pas que vous emporterez le fantôme en même temps que la commode. Attendez un peu. Il faut voir si le fantôme se plaira chez vous. Jean-Patrice Duménil se met d'accord avec Madame Cornwell. Mais en la quittant, il ne peut s'empêcher de penser. La pauvre vieille a un grain. La mort de son cher époux lui a tapé sur la tête. En tout cas, je viens de faire une affaire du tonnerre. Une chance comme ça n'arrive pas 2 fois dans une vie. Chance ou malchance? C'est à voir. Quelques jours plus tard, la magnifique commode au décor de fleurs devient le meuble principal de l'atelier chambre à coucher de Jean-Patrice Duménil.
Les quelques premières nuits se passent sans incident. Puis, au bout d'une semaine, vers minuit, Jean-Patrice est réveillé par un coup sec. Il a du mal à réaliser d'où vient ce bruit. Un second coup suit le premier. Puis un troisième, un quatrième. Dans la pénombre, il finit par déterminer l'origine. Nom d'une pipe, la commode? Alors c'est vrai, il y a bien un fantôme. Pas de doute, les tiroirs du beau meuble s'ouvrent et se referment, avec force. Jean-Patrice quitte son lit et va examiner. Au moment où il se penche, il manque recevoir un de ces tiroirs fleuris en plein visage. Il le retire du meuble et l'examine. Joli travail d'ébénisterie, lourd et parfaitement ajusté. C'est à n'y rien comprendre, pas de mécanique. Bigre! Désormais, très régulièrement, Jean-Patrice est réveillé par la sarabande des tiroirs fleuris. Au bout de quelques minutes, tout rentre dans l'ordre. Une nuit, il fait une constatation. Une chose est sûre, les tiroirs bougent toujours dans le même ordre, sauf celui du bas, à gauche. Depuis qu'il est propriétaire de la commode, Jean-Patrice n'a jamais pu ouvrir ce tiroir. Il a pensé que le bois avait joué et s'est réservé de faire l'intervention d'un ébéniste pour ouvrir le tiroir rebelle sans endommager la commode. Au cours d'une nuit suivante, une nouvelle émotion l'attend. Qui c'est, celle-là? Celle-là, c'est une forme fantomatique qui semble sortir de la commode comme une fumée légère. Justement, cette forme provient du tiroir qui reste obstinément fermé. Elle évoque vaguement la silhouette d'une femme vêtue d'une tunique blanchâtre. On dirait que cette femme se penche sur la commode, à la manière de quelqu'un qui cherche quelque chose. Bon, dès demain matin, j'appelle le père Ferrari. Il faut qu'il m'ouvre ce tiroir, que je vois s'il y a quelque chose dedans. Le père Ferrari, un vieil ébéniste italien, a quelque mal à ouvrir le tiroir récalcitrant, mais il finit par y parvenir. Tenez, ça y est, on dirait qu'il y a un paquet à l'intérieur. Jean-Patrice Duménil se penche au-dessus du tiroir. À l'intérieur, un paquet allongé, un morceau de soie serré par un ruban. Il pose l'objet sur une table et, très délicatement, dénoue le ruban. Mais dites donc, monsieur Duménil, en voilà un drôle d'objet. L'objet en question est, de toute évidence, une main, momifiée. Comme celle d'un pharaon, elle est accompagnée d'un parchemin, illisible puisqu'il s'agit d'un document en caractères orientaux. Jean-Patrice Duménil marmonne. C'est bizarre que la vieille Madame Cornouel ne m'ait rien dit sur cette main. Est-ce qu'elle était au courant? Il faut que je sache ce que dit le parchemin. Ce n'est que 3 mois plus tard que Jean-Patrice aura la solution. Un professeur de l'école des langues orientales, à Paris, lui fait parvenir la traduction du texte. Ce texte dit « Voici la main de Durgama. Celui qui la détient peut tout obtenir, à condition de la serrer très fort dans sa main en formulant un vœu. Mais attention, si cette main vous accorde ce que vous souhaitez, sachez qu'à chaque fois, il faudra en payer le prix. La mort d'un être humain. » Jean-Patrice, en lisant ces mots, ne peut s'empêcher de frissonner, tout à la fois de peur et d'excitation. Il relit 3 fois de suite la traduction du parchemin. Est-ce vraiment ce que signifie ce texte? Est-ce que le professeur des langues ne se paie pas ma tête? Duménil a remis la main dans la commode et il attend. Il dort de moins en moins bien, car chaque nuit, il attend le moment où les tiroirs vont entamer leur sarabande infernale. Mais plus rien ne se passe, ni ouverture des tiroirs, ni apparition de la forme fantomatique. Pendant les semaines qui suivent, il a du mal à travailler sur les toiles qui attendent sur les chevalets. Et pourtant, il doit participer à une exposition très importante à New York. Sa galerie lui téléphone chaque jour pour savoir où il en est dans les dates fatidiques. Jean-Patrice sort la main momifiée du tiroir. Il la dépose sur la commode. Bien visible et, à tout hasard, allume des bâtonnets d'encens. Quand 3 semaines plus tard, les toiles sont présentées à la Biennale de New York, il cède à la tentation. Il saisit la main momifiée et la serre très fort entre les siennes. Puis, avec un léger tremblement, il lance d'une voix ferme. « Je veux obtenir le Grand Prix de la Biennale. » Le Grand Prix, ce n'est pas rien. C'est la cote qui fait un saut. Le prix du point, qui multiplie par 3, 4, 5, par 10 peut-être. C'est la sécurité pour des années. « Jean-Patrice, ça y est, c'est toi !» À l'autre bout du fil, Jean-Patrice entend la voix de François-Marie de Vergne, le directeur artistique de la galerie. « Je l'ai, quoi? Le Grand Prix de la Biennale, ça a été dur. Il a fallu que j'en fasse des blablas, mais j'y suis arrivé.
Je rentre par le prochain avion pour te ramener à New York. Tu sais, François-Marie, il faut que je te dise quelque chose. Jean-Patrice Duménil s'interrompt. Il préfère attendre le retour de François-Marie pour lui raconter l'aventure incroyable de la main momifiée. Mais il n'en aura pas l'occasion. L'avion de François-Marie s'écrase au cours d'une escale à Londres, et le directeur artistique est au nombre des victimes. Sans doute le tribut demandé par la main. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Vous avez sans doute été troublés, et ne verrez plus les anciens objets du même œil. À bientôt les petits angoissés.